Bien, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette webconférence dont le sujet est la possibilité de faire des CND sans contact. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de deux méthodes. On va avoir deux exemples, donc les terahertz et la thermographie infrarouge. Avant de passer la parole à nos intervenants, je voulais juste très rapidement vous rappeler ce qu'était Presen en 3 slides, hein. L'objectif, c'est pas de parler de Presen, mais vraiment de parler technique. Donc Presen, c'est un cluster privé dont sont membres TerraCalis et Thermoconcept, ainsi que 68 autres centres de compétences. On est bien sûr intégré à un écosystème un peu plus large, hein, qui inclut les pôles de compétitivité, les centres de recherche, les centres techniques, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous menons principalement deux activités qui sont complémentaires. La première va être une activité d'ordre technique, hein, avec un objectif qui est de faire le lien entre les entreprises et ceux qui ont des besoins ou des problématiques et les centres de compétences qui sont donc présents dans le réseau. La deuxième, c'est d'animer et de valoriser les compétences de ce réseau en diffusant et en faisant de la communication. Ce qui fait que finalement, avec nos 70 adhérents, on a accès à peu près à l'ensemble des méthodes en contrôle non destructif. Donc, de manière très simple, j'ai envie de dire, si vous avez une problématique ou un sujet, il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous transmettre la problématique. Nous-mêmes, on servira de courroie de transmission auprès de nos adhérents qui, du coup, seront potentiellement plus nombreux à vous répondre que si vous étiez tout seul face à votre problème. Quelle que soit la problématique, d'ailleurs, quel que soit le sujet, hein. Ça peut être des essais comparatifs, de l'expertise, de la faisabilité. Bon, le truc à retenir, c'est qu'en cas de question, vous contactez Presen. La deuxième activité que j'avais décrite, c'était la partie animation et communication. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous suit déjà Presen, soit sur LinkedIn, soit reçoit le bulletin de veille, puisque vous êtes ici connectés aujourd'hui. Donc, on a effectivement le bulletin de veille CND, celui sur le Structural Monitoring, des comptes Twitter, une page LinkedIn, etc. Je passe. Des journées techniques qui ont lieu parfois en présentiel. C'est le cas de la prochaine qui sera sur le SHM, donc la journée SHM France qui se déroulera à Nantes le 14 mars. Je ne vais pas en dire plus. L'objectif, c'est encore une fois, c'est de passer la parole à nos intervenants. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui vous pose interrogation, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, aujourd'hui, les CND sans contact, deux angles. Le premier concerne, comme je l'ai indiqué, les terahertz. C'est donc Sabri qui interviendra sur ce sujet pour le compte de TerraCalis. Le deuxième sujet, ce sera la thermographie infrarouge. Il y a une petite faute d'orthographe, excusez-moi. Et c'est donc Richard qui interviendra sur ce sujet, donc en tant que thermoconcept. D'un point de vue organisation, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions. Tout en bas à droite, vous avez un onglet questions. On y répondra à la fin des deux interventions, ce qui permettra de couper l'ensemble des questions. On essaiera de toutes les balayer. Si jamais il y a une question qui reste en suspens et à laquelle on n'a pas eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. Nos deux intervenants vous enverront directement leur présentation à l'issue de la journée. Et donc, vous aurez leurs coordonnées. Vous pourrez les contacter en direct pour soit leur poser vos questions, soit initier de nouveaux projets. Voilà. Je m'arrête là. Je passe tout de suite la parole à Sabri. Si tu veux bien partager ton écran. Oui. La parole est à toi. Merci. C'est bon pour nous. On te voit et on t'entend. Ouais, vous avez bien l'écran? Ok, ça marche. Bon. Donc, merci Cyril de nous avoir proposé de présenter donc, des techniques de CND sans contact. Donc, Sabri Benkemis, je suis content de pouvoir vous présenter donc, la technologie terahertz en tant que CND sans contact, donc, qui nous sert en fait à faire du contrôle non destructif pour aller contrôler des défauts en interne des matériaux isolants ou diélectriques ou aller faire de la mesure de propriété directement à l'intérieur de ces matériaux. Donc, je vais commencer par un rappel ou une présentation de ce que sont les ondes terahertz pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on se trouve sur le spectre électromagnétique entre les infrarouges et les micro-ondes. On est sur une gamme de fréquences entre 100 gigas et 10 Tera en gros. Et dans cette gamme de fréquences, donc, ces ondes, elles ont la particularité de traverser donc, les matériaux non conducteurs, donc les matériaux diélectriques.
de là, on va pouvoir avoir de l'information. Donc, comme je disais, soit détecter des défauts, soit aller faire de la mesure de propriété physique. Sur cette gamme de fréquences qui nous permet d'atteindre le cœur des matériaux, donc on est sur des ondes qui sont non ionisantes. Contrairement aux rayons X, donc on compare souvent, vu le caractère pénétrant des ondes terahertz, on compare souvent donc, les ondes terahertz avec les rayons X. Et la grosse différence, ça va être que les terahertz sont non ionisants, donc il n'y a pas de moyen de sécurité à mettre en œuvre autour des systèmes terahertz pour pouvoir les utiliser sur une ligne de production ou sur un site industriel. Donc pénétrant, mais non ionisant. Et en plus, dans cette gamme de fréquences, on peut détecter des signatures spécifiques des arrangements moléculaires. On est sensible à ça. Et donc, on peut aller caractériser finement des matériaux, reconnaître la présence de certains matériaux dans des composés complexes. Donc, ces ondes n'étaient pas utilisées jusqu'à il y a maintenant une dizaine d'années dans le domaine industriel. Pourquoi? Parce que les sources et les capteurs étaient très, très encombrants, étaient chers, et aujourd'hui, il y a eu un effort sur la compacité de ces éléments qui nous permettent de créer des systèmes qui peuvent être utilisés en environnement industriel. Les coûts aussi ont baissé, donc on peut proposer des équipements directement installés sur ligne de production pour les industriels. Sur les matériaux qu'on va pouvoir contrôler, donc vous avez compris qu'il y a des limites, vu qu'on travaille exclusivement sur les matériaux non conducteurs. Les grandes familles sur lesquelles nous, on va travailler, ça va être les diélectriques, donc ici les polymères, les céramiques, les composites. Les mousses ici, très peu denses, donc on va pouvoir les traverser sur des fortes épaisseurs. Ce sont des matériaux plutôt très, très transparent pour les ondes terahertz, donc on va pouvoir caractériser ces matériaux sur des fortes épaisseurs, et contrairement ici aux matériaux conducteurs que l'on va traverser beaucoup moins, voire pas du tout. Donc c'est là où on va essayer de trouver d'autres technos qui peuvent être complémentaires, comme la thermographie infrarouge qui va pouvoir contrôler en cœur les métaux, par exemple. Donc à savoir, pour les terahertz, donc le métal, on ne traverse pas, mais on va s'en servir. Si vous avez un revêtement sur du métal, on va pouvoir traverser le revêtement, contrôler l'interface entre le revêtement et le métal, et réfléchir le signal sur le métal, et pouvoir reconstruire l'image ou faire ou l'interface entre le revêtement et le métal. Voilà. Donc sur le métal, on a cette limite, on ne peut pas traverser le métal, mais on s'en sert parce qu'on le détecte très très bien. Et là, il y a une techno complémentaire comme les infrarouges qui pourra être utilisée pour aller voir en cœur. Pour ce qui est de l'eau et des liquides polaires en général, de la même façon, on va avoir du mal à pénétrer. Passer un certain seuil, on ne traversera plus du tout, on va être aveuglé en quelque sorte par l'eau. En revanche, sous ce seuil-là, et ça va dépendre du matériau dans lequel est l'eau, sous ce seuil-là, on va pouvoir faire de la mesure de taux d'humidité, faire de la mesure, une cartographie. On peut même jusqu'à aller faire de la cartographie de répartition de taux d'humidité dans une pièce. Et puis faire du suivi de séchage, par exemple, pour des procédés de fabrication particuliers, et suivre ce séchage et cette disparition de l'eau dans le matériau. Et enfin, les composites. Donc, les composites, on peut traverser tous les composites à fibres isolantes, comme les fibres de verre, quartz, aramide, kevlar, les fibres naturelles. En revanche, les composites carbone qui sont conducteurs, on va les traverser beaucoup plus difficilement, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un maillage dans les composites carbone, on ne traversera plus. Et là, de la même façon, on va chercher à utiliser une technologie qui va être complémentaire à celle des terahertz, par exemple la thermographie infrarouge. Donc, à savoir, sur les terahertz, on peut quand même s'intéresser aux fibres carbone lorsqu'elles sont alignées de manière unidirectionnelle, ce qui nous ouvre quand même un champ d'application relativement intéressant. Donc, voilà pour l'aperçu sur les ondes terahertz. Voilà, donc rayonnement pénétrant, non ionisant, qui s'intéresse aux matériaux plutôt diélectriques. Voilà. Je n'ai pas parlé des résolutions et des profondeurs de pénétration. La pénétration, ça va dépendre en fait du matériau. Vous avez compris. Les résolutions, on est sur des résolutions qui est autour de la longueur d'onde utilisée, à savoir le millimètre. En terahertz, on va s'intéresser à la détection de défauts millimétriques. Voilà.
on peut avoir des systèmes qui descendent en dessous du millimètre, mais dans toutes les technologies, en fait, on va essayer de trouver un compromis, une balance entre profondeur de pénétration, vitesse d'acquisition, résolution. Voilà. Donc, faut garder en tête une détection de défauts millimétrique. Une petite présentation de la société Terracalis. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société qui a été créée il y a maintenant bientôt 10 ans, donc à Montpellier. Aujourd'hui, on est une équipe de 25 personnes, donc on est une équipe pluridisciplinaire qui permet de répondre à beaucoup de besoins industriels. À savoir, on est une spin-off du laboratoire Charles Coulon de Montpellier. Donc, la technologie vient du laboratoire, on l'a valorisée, on l'a développée. Aujourd'hui, on installe des systèmes sur ligne de production chez les industriels. Nous, notre cœur de métier, donc c'est vraiment de faire de l'ingénierie de système. Donc, on développe des systèmes à façon en fonction de l'application qu'on a en face. Donc, ça, on le développe avec nos clients. On y va étape par étape pour vraiment répondre à un besoin précis et développer un système qui réponde vraiment à ce besoin précis. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif avec nos clients. Donc, on développe des systèmes en fonction de leur application. Donc, vous avez compris, collaboration R&D, on en fait toujours, c'est normal vu qu'on est sur une technologie innovante. Donc, on a plusieurs sujets R&D sur la caractérisation de matériaux, le contrôle de procédés ou le prototypage de système. Et on a une plateforme de service, une plateforme d'analyse sur notre site à Montpellier où on peut faire de l'analyse de matériaux, et des études de faisabilité ou d'époque. Voilà. Donc, vous avez aussi sur la droite une liste de partenaires historiques, j'allais dire, donc pas du tout exhaustive et actuelle. Maintenant, je vais passer à l'explication des principes sur lesquels reposent nos systèmes. Donc, la technologie TeraHertz, on s'en sert pour aller voir à l'intérieur des matériaux, mais on peut réaliser différents types de mesures, différents types de contrôles. Et donc, Terracalis a développé différents types de systèmes basés sur ces principes. Je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre quel type de système on propose et sur quelle technologie on propose pour aller détecter les différents défauts ou caractériser la matière. Donc, le premier principe, en fait, c'est l'atténuation de l'onde lorsqu'elle traverse un matériau. Donc, on travaille sur l'amplitude, on est sur de l'imagerie. Là, on va aller détecter tout ce qui est hétérogénéité à l'intérieur de la matière. Donc, on va aller voir à l'intérieur de la matière s'il y a des porosités, des laminations, des inclusions, des ruptures de fibres dans certains matériaux. Donc, ici, vous avez un exemple d'image TeraHertz. Donc, c'est une image en réflexion, une mousse collée sur un métal. Donc, c'est l'image de la mousse et de l'interface entre de la mousse et du métal. Et on a récupéré le signal en réfléchissant l'onde sur le métal. Donc là, c'est de l'imagerie. Donc, on peut proposer de l'imagerie pénétrante. Il y a des systèmes de spectrométrie aussi. Donc, on va aller s'intéresser à la conformation de la matière. Donc, je vous disais qu'on est sensible à l'arrangement moléculaire. Donc, on va se servir de cette sensibilité pour aller caractériser les matériaux un peu plus chimiquement. Donc, on va s'intéresser à la cristallinité, à l'arrangement moléculaire, à la détection de polymorphisme, par exemple, ou suivi de polymérisation. Donc là, on fait de la spectrométrie. On balaye en fréquence pour avoir de l'information plutôt sur la conformation de la matière. Troisième principe, donc le pouvoir rotatoire de l'onde. On va s'intéresser ici à l'anisotropie et à caractériser l'anisotropie de la matière. En fait, si par exemple vous avez des fibres courtes un polymère chargé en fibres courtes, on va pouvoir s'intéresser à l'orientation de ces fibres, par exemple. On va s'intéresser aussi à des aspects de biréfringence ou de contraintes internes. Voilà. Donc là, c'est un système plutôt de caractérisation d'anisotropie. Et enfin, le dernier principe qui repose sur la réflexion entre les interfaces, entre deux matériaux. Donc là, on s'intéresse vraiment à la mesure d'épaisseur. Et le gros intérêt en terrain, c'est de faire de la mesure d'épaisseur multicouche. Selon les matériaux qu'on va avoir, on va pouvoir caractériser des épaisseurs plus ou moins importantes. Donc là, vous avez l'exemple de polymères qu'on traverse sur de très larges épaisseurs, mais on peut aller s'intéresser à des revêtements beaucoup plus fins. Je pense à des peintures, des revêtements de protection de l'ordre de quelques dizaines de microns. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la mesure d'épaisseur multicouche, sans contact, rapide et sur n'importe quel type de substrat. Voilà. Donc, si je récapitule, on va proposer des systèmes d'imagerie, de spectrométrie, de contrôle d'anisotropie et de la mesure d'épaisseur. Voilà.
Donc là, je vais passer en revue quelques idées d'application sur lesquelles on a travaillé et on travaille aujourd'hui pour que vous ayez en tête un petit peu certains cas applicatifs pour vous donner des idées sur les applications qu'on peut couvrir. Donc, on peut faire de l'inspection de défauts structurels, comme je disais, détecter des porosités, des contaminations, contrôler des cordons de colle ou de soudure, que vous voyez ici sur le côté, toujours en imagerie. Contrôler des matériaux multicouches, donc des revêtements de peinture, par exemple, ou des revêtements de protection plus épais, sur n'importe quel type de substrat et qui soit rugueux ou courbe. Contrôle de matériaux composites. Ici, vous voyez la structure d'un composite, donc fibre de verre, où on détecte des défauts dans cette partie de la pièce. Donc le contrôle avancé de la transformation de la matière, tout ce qui va être suivi de polymérisation, cristallisation ou dégradation. Donc si je rentre un peu plus dans le détail de certaines applications pour vous montrer des images un peu plus exhaustives. Ici, on a de la caractérisation de mousses peu denses, où on va traverser les mousses, détecter des différences de densité, des zones moins denses que d'autres, des porosités plus importantes. Ici, sur des mousses isolantes structurées où on a injecté de l'eau, on va pouvoir repérer ces canaux où il y a de l'eau, repérer la présence d'eau, la trace d'eau. Dans des mousses collées, on va détecter des défauts de collage à certains endroits, s'il y a des délaminations, des lames d'air entre la mousse et le substrat, pardon. Ici, des mousses en sandwich, prises en sandwich entre d'autres matériaux, où on va détecter, ici, vous voyez très bien des grosses porosités, par exemple. Donc là, sur les mousses, comme je disais, ces matériaux très peu denses, on peut les traverser très, très bien. Sur des céramiques, par exemple, on va avoir la possibilité de traverser différents types de céramiques. Plus on est sur des céramiques denses ou j'allais dire des céramiques haute performance, souvent on va avoir moins de pouvoir pénétrant. Donc on va essayer de chercher peut-être d'autres technos plus appropriés pour aller voir à l'intérieur de la matière. Mais ici, vous voyez qu'on a quand même des pénétrations assez intéressantes. Si on fait changer la résolution, on va avoir des taux de pénétration plus forts, mais on va dégrader la résolution aussi. Donc c'est aussi pour illustrer cette balance dont je parlais tout à l'heure, pouvoir pénétrant, résolution et vitesse d'acquisition, par exemple, aussi. Donc, voilà. Là, ici, on voit que plus on dégrade la résolution, plus le pouvoir pénétrant sera important. Donc, dans certains cas, on pourra aller chercher des défauts beaucoup plus profonds dans la matière. Donc, on a travaillé aussi sur des assemblages collés. On vient regarder des défauts entre des éléments collés sur de la céramique et la céramique. On peut regarder aussi des défauts de brasage. Donc ici, on a des comparaisons avec du rayon X qui est très résolu, mais peu sensible aux faibles variations d'hétérogénéité. Ici, en TRH, on est moins résolu, mais on voit tout de même les rayons de brasage, les cordons de brasage sur ces côtés-là de la pièce. Et en revanche, on a quand même une sensibilité très, très bonne qui nous permet de détecter des faibles variations d'hétérogénéité. Donc, on ne voit pas ici en rayon X. Vous voyez, là, vous avez des petites gravures sur la pièce qu'on ne voit pas en rayon X, alors qu'on arrive à les voir en TRS. Donc, voilà pour les céramiques. Pour les assemblages collés, donc, on peut faire comme pour les céramiques de l'imagerie pour aller voir des cordons de colle entre deux pièces. Donc ici, polymère devant en blanc et composite en noir derrière. L'idée, c'est juste de voir la morphologie du cordon de colle avec des résolutions pour l'imagerie de l'ordre du millimètre, comme je vous ai dit. On a des systèmes intégrés sur tête de robot pour aller vite, pour scanner vite des pièces de grande taille. Donc, on peut aller scanner jusqu'à 1 mètre par seconde. TerraCalis a des capteurs très rapides qui permettent d'aller jusqu'à ces vitesses-là. Et ce qui est intéressant dans les assemblages multimatériaux, c'est qu'en plus de l'imagerie, on peut aller faire de l'imagerie par temps de vol pour aller contrôler les différentes couches que vous avez dans l'empilement de matériaux. Donc, je l'illustre ici dans un composite, donc avec différentes couches, différents plis de fibres de verre. Il y a une délamination créée à l'intérieur de ce carré qu'on a scanné. Donc, on a, grâce à l'imagerie par
temps de vol, on peut reconstruire en 3D le défaut qu'on a détecté et donner la profondeur exacte de ce défaut. Donc, on a la localisation précise de ce défaut en X, Y et Z. Donc, c'est de l'imagerie plus le temps de vol pour avoir l'épaisseur de ce défaut. Je l'illustre ici aussi dans une autre pièce composite où on s'amuse à balayer en profondeur en fait le composite pour voir à quelle profondeur exactement est le défaut. Donc on peut donner ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner une image directe du défaut, mais on peut aussi donner d'autres composantes. Voilà. On a un logiciel qui permet d'avoir différentes informations sur les défauts détectés. Ici, j'illustre la mesure d'épaisseur multicouche sur des revêtements aéros. Donc là, on a un bicouche ici. Ici, on a un multicouche. L'idée, c'est de traverser les différentes couches de peinture, détecter les différentes couches de peinture et donner l'épaisseur de chacune des couches. Voilà. Donc ici, vous avez un substrat métallique, alors que là, on a un substrat composite. On n'est pas limité par la nature de ces substrats. Donc c'est ce qui rend aussi la mesure intéressante pour différents secteurs d'activité qui utilisent des peintures. Vous remarquerez qu'en Z, donc sur les épaisseurs, on a des résolutions beaucoup plus fines. On annonce des valeurs de mesure d'épaisseur minimale détectées autour de 15 microns. On peut descendre un petit peu en dessous, mais vous voyez qu'on détecte des épaisseurs beaucoup plus fines que la taille des défauts qu'on va détecter en XY qui est de l'ordre du millimètre. Voilà. Donc, on est sur des épaisseurs assez fines, mais des vitesses d'acquisition un peu plus lentes et ponctuelles. Par rapport à l'imagerie, on va pouvoir scanner des grandes zones à 1 mètre seconde. Ici, on va travailler de manière ponctuelle, mais plutôt à des vitesses autour de 10 Hz, voire un peu plus aujourd'hui sur les derniers équipements qu'on développe. Sur la mesure de teneur volumique, donc là, on est sur des applications de détection, soit de densité, soit de présence d'eau, soit de taux de charge. Donc là, on a de la céramique chargée en eau. Plus on charge en eau, plus l'image on perd ce caractère de contraste dans l'image, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, donc on traverse moins la pièce à contrôler. On peut avoir cette information soit en imagerie, où on calibre le système pour avoir en fonction du contraste de l'image, le taux d'humidité qu'il y a dans la pièce, soit de manière ponctuelle où on va avoir une teneur en eau précise directement. Donc de la même façon, on va faire la même chose pour les teneurs en charge dans des composites, par exemple. Je passe assez vite sur les cas applicatifs. Il y a beaucoup de cas différents sur lesquels on a travaillé. Voilà, comme je disais, on a plus de 200 études démonstratives aujourd'hui à notre actif. Donc, voilà, il y a quelques exemples ici d'études qu'on a pu mener dans différents domaines d'activité. Donc, c'est pour vous donner vraiment un aperçu assez large de ce que l'on peut faire. Sur les systèmes qu'on a développés aujourd'hui, on a 3 gammes de produits, donc des gammes laboratoires, où on va regrouper tous les moyens de contrôle que j'ai cités avant, imagerie, spectrométrie, mesure d'épaisseur, polarimétrie. Donc ça, c'est un système qui permet de contrôler plein de types d'échantillons différents. Il est multimodal, il est évolutif dans le temps, c'est un système de rack qu'on a juste à rajouter en fonction des options que vous voulez avoir, et donc c'est plus orienté laboratoire. Ensuite, on a des systèmes plutôt lignes de production rapides qui permettent d'aller contrôler en ligne les pièces à contrôler. Donc là, en fait, il y a différents systèmes parce qu'on n'en a pas, on développe à chaque fois en fonction de l'application, on n'en a pas sur étagère. Donc là, vous voyez l'exemple d'un système sur bras robot. On a de la machine spéciale. On peut aussi faire des systèmes autour de convoyeurs. Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier que d'adapter nos capteurs en fonction de l'application. Et enfin, des systèmes pour contrôler des objets sur site d'exploitation, donc avec un système portable dans une valise qui permet à l'opérateur d'aller sur site et prendre ses mesures. Donc, j'ai bientôt fini. J'ai entendu la petite cloche. Voilà un exemple de démonstrateur. Donc ça, c'est un vieux démonstrateur qu'on avait installé sur un petit Kobo Universal avec ici donc une vieille tête de mesure
Pour donner un exemple d'encombrement sur l'imagerie, on est sur la taille à peu près d'une grosse boîte à chaussures, avec le système, le logiciel derrière qui permet de contrôler à la fois le robot et de faire l'acquisition des données. Et donc voilà, vous avez ici l'exemple de l'interface graphique de l'acquisition et du traitement d'image. Donc ça aussi, de la même façon, c'est des éléments qui sont adaptables en fonction de votre application, en fonction de votre besoin. On est une équipe informatique qui est dédiée à ça, donc à développer le logiciel, à développer les logiciels à façon. Pour synthétiser tout ce que je vous ai dit, le terahertz, c'est une véritable innovation de rupture qui nous permet d'avoir des systèmes multimodaux, multifonctions, avec de l'imagerie, de la mesure de l'épaisseur, de la spectrométrie. On peut faire l'inspection des interfaces entre revêtements et n'importe quel type de substrat, donc métaux ou composites, ou autres encore, céramique par exemple. On a une très forte sensibilité aux faibles variations d'hétérogénéité qui nous permet de détecter de manière précoce des défauts ou des variations dans les procédés de fabrication. Et notre façon de travailler, donc on peut commencer par une première faisabilité sur notre site. Ensuite, une fois qu'elle est validée, on vient chez vous pour vous faire la démonstration sur votre ligne. Et puis, on peut aller jusqu'à développer le système vraiment en fonction de votre application. Donc, je vous remercie. J'ai dépassé un petit peu, mais je pense que tu as encore un peu de temps, Richard, pour enchaîner. Donc, je répondrai à vos questions à la fin de la présentation, comme l'a précisé Cyril. N'hésitez pas. Merci Sabri. C'était une présentation très large et on voit qu'il y a de nombreuses possibilités. Il y a déjà quelques questions, donc on y répondra effectivement à la fin. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Si elles sont très précises, encore une fois, c'est pas très grave. Vous pouvez y aller. On est là pour ça. Sabri et Richard seront un plaisir d'y répondre, soit en direct, soit si ça mérite d'aller un peu plus loin, de creuser et de répondre ultérieurement à l'issue de la journée. Donc Richard, on te passe la parole et pareil, tu es parti pour 20 minutes de présentation. Super, merci Cyril. Merci déjà à Prescend de m'avoir convié à cette webconférence pour pouvoir présenter un petit peu nos activités et quelques exemples d'applications. Merci également à Sabri pour l'introduction sur la partie terahertz. Vous le verrez dans la présentation, je vais faire quelques parallèles justement avec le terahertz pour vous expliquer la complémentarité qu'il peut y avoir entre ces deux techniques. Et moi, je vais m'occuper principalement donc, de la thermographie active et surtout de solutions avec des exemples, vous le verrez, sur des pièces plutôt métalliques. Donc juste pour me présenter d'abord, donc moi je suis Richard Huillery, je suis le dirigeant de la société Thermoconcept et je suis aussi le responsable de la partie thermographie et CND infrarouge, ce qui veut dire à la fois la fourniture de matériel infrarouge type caméra, mais également de systèmes un peu plus complets de thermographie et de contrôle non destructif avec différents types d'excitation. Donc là, vous avez différents liens vers nos réseaux ou nos pages YouTube. Juste quelques informations pour commencer sur Thermoconcept. Donc Thermoconcept a été créé en 2005. Donc ça fait maintenant 17 ans, bientôt 18, puisque l'anniversaire de Thermoconcept c'est en janvier, donc bientôt la majorité. On a eu l'occasion d'intervenir dans différents pays. On est principalement focalisé sur le territoire français et le Nord-Afrique, mais on a aussi eu l'occasion d'aller intervenir en Afrique du Sud, à Singapour, aux Émirats, pour différents projets. On parle de partenaires au niveau matériel et centre d'essai. On a différents fournisseurs avec lesquels on travaille, plutôt sous forme de partenariat plutôt que de relations client-fournisseur, parce qu'on fait remonter les différents besoins de nos clients pour faire évoluer les systèmes vers les besoins du marché. Donc c'est vraiment des partenariats plus que des relations client-fournisseur pures. Au niveau du chiffre d'affaires de Thermoconcept, on est cette année à 1,8 million d'euros, ce qui est une grosse évolution pour nous par rapport à l'année précédente et à l'impact Covid. Donc on est plutôt satisfait de l'activité et on espère que ça évoluera encore à travers les années. On a une base de données d'à peu près 500 clients, dont une centaine sont actifs par an, avec un roulement et des clients plutôt récurrents qui viennent et qui sont satisfaits du travail et du service qu'on peut leur proposer. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant et on travaille autant avec des petites sociétés qu'avec différents grands groupes.
Au niveau de nos activités, on a 2 domaines d'expertise qui sont identifiés. Donc celui pour lequel je suis ici aujourd'hui, donc le contrôle non destructif par thermographie active. Mais on a également une activité autour de l'analyse thermique des matériaux. Donc l'analyse thermique, c'est assez large, hein, c'est la mesure de toutes les propriétés, thermophysiques des matériaux, qui sont soumis à différents flux de chaleur ou, effets transitoires au niveau thermique, pour, analyser le comportement des matériaux. Donc, pour ça aussi, on fait de la prestation et de la vente de matériel. Nos offres sur ces 2 domaines d'expertise sont les mêmes. On fait de la prestation de service, de l'expertise conseil, des essais et des études de faisabilité. On fait également tout le support technique après que nos clients aient acheté du matériel. On assure aussi les formations des utilisateurs sur les machines et on fait toute la partie service après-vente, quand c'est au niveau de ce que nous, on peut gérer, en tout cas au niveau France. Et puis on fait aussi de la vente de solutions matérielles, ce qui veut dire qu'on va vous fournir le matériel nécessaire pour constituer soit un système de contrôle non destructif, soit un système d'analyse, en laboratoire ou sur ligne de production. Les engagements qu'on tient à avoir auprès de nos clients, c'est de leur fournir des produits et du service de haute qualité, parce que pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir répondre rapidement, à nos clients, qu'ils aient une réponse rapide, qu'ils aient des réponses techniques ou commerciales aussi assez rapides. On va toujours essayer d'aller vers une satisfaction, du client, pour pouvoir répondre à son besoin, mais aussi pouvoir, répondre sur des accessoires spécifiques qui ne sont pas développés, essayer de développer des choses un peu sur mesure. La réactivité, on reste une TPE au niveau de Thermoconcept, donc on est, relativement réactif, par rapport à nos clients et aux demandes des clients. Et puis la fiabilité des produits, qui est en lien directement avec la qualité de ces derniers. On cherche nous à pouvoir promouvoir des systèmes qui vont durer dans le temps, évolutifs et qui ne vont pas se limiter à un certain état à un instant T. Je vous ai mis quelques références de clients pour que vous ayez une idée des clients avec lesquels on travaille. Alors c'est des clients et des partenaires pour certains, tout mélangé à la fois sur du contrôle non destructif, sur de l'analyse thermique, sur de la fourniture de matériel, sur des essais. On en a beaucoup d'autres, j'en ai mis juste, quelques-uns qui seront, je pense, assez parlants pour vous. Au niveau des partenariats matériels sur la partie CND, les systèmes CND sont toujours constitués par un système, on va dire central, de pilotage et d'acquisition, et d'excitation avec un logiciel qui est développé par Edevis directement. Donc Edevis est notre fournisseur, allemand. On est distributeur exclusif en France de tout leur matériel. Je ne vais pas détailler tous les produits qu'ils peuvent avoir, hein, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais on pourra, si vous le souhaitez, en rediscuter par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système central, d'excitation et de traitement est combiné avec différents matériels infrarouges. Donc là, on a, différentes possibilités au niveau des fabricants de caméras pour pouvoir justement adapter le modèle de caméra ou la caméra en elle-même en fonction de l'application. Donc on travaille autant avec FLIR, Noxant, Telops ou Infratech, donc ce qui nous donne aussi une ouverture par rapport au marché. On n'est pas limité à un seul fabricant, et on adapte le matériel en fonction de vos besoins surtout. Ce qu'il faut savoir au niveau des secteurs d'activité avec lesquels on travaille, c'est que c'est extrêmement large. Donc c'est un petit peu là où je vais faire le parallèle avec le terahertz. On travaille autant sur des matériaux de type, carton, plastique, polymère, composite, céramique ou métaux. Là où le terahertz va être, très bien adapté pour contrôler des matériaux plutôt, isolants, électriques et thermiques, sur de fortes épaisseurs, nous on va être un petit peu limité. Donc tout ce qui va être mousse isolante, matériaux, fibres de verre avec des épaisseurs relativement importantes, on va avoir des difficultés, nous, pour pouvoir les contrôler, au niveau de l'épaisseur complète du matériau. Par contre, là où la complémentarité est intéressante entre ces 2 techniques, c'est que sur tout ce qui est composite, fibre de verre, même si Terahertz travaille déjà dessus, mais surtout fibre de carbone ou les matériaux céramiques denses ou les métaux, nous, on a vraiment des points forts et des nouvelles applications de la thermographie active qui permettent justement de compléter une offre qui est déjà existante sur le marché avec d'autres types de techniques, plus classiques.
Donc aujourd'hui, moi, je vais principalement vous présenter 2 exemples d'applications, qui sont vraiment tournées pièces métalliques avec, comme le dit le sujet de ma présentation, une orientation vers l'automatisation du contrôle et la robotisation. Alors je parlerai de robotisation plutôt en fin de présentation, je vais plutôt parler d'automatisation dans un premier temps. Donc le constat et la motivation pour lesquels les clients font appel à nous, pour, partir vers des systèmes de contrôle non destructif infrarouge automatisés, c'est que les processus de fabrication sont de plus en plus automatisés, avec surtout des temps de cycle qui sont de plus en plus rapides. Donc d'où l'intérêt d'automatiser le contrôle, dans ces cas-là. L'autre point également, c'est que les défauts qui peuvent être présents dans la matière première qui est utilisée pour fabriquer les pièces, peuvent générer des discontinuités dans les pièces finales, lors des procédés de fabrication, de transformation ou les traitements de surface. Donc ça aussi, c'est un deuxième point qui engendre un besoin de contrôle vraiment automatisé. Il y a également les exigences qualité et sécurité des clients finaux qui exigent maintenant une détection de discontinuité sur toutes les pièces à 100 sur l'ensemble de la production. Donc forcément, un contrôle manuel peut devenir, compliqué dans ces cas-là. Et puis les aspects économiques et environnementaux aussi, pour remplacer, le contrôle manuel, comme par exemple la magnétoscopie et le ressuage, qui ont des contraintes environnementales, importantes. Donc toutes ces choses-là peuvent amener, sur des pièces un petit peu comme vous avez ici en exemple en bas, sur des composants qui ont subi des trempes par induction. Là, vous avez l'exemple de la roue dentée, donc c'est un des exemples que je vais détailler, dans ma présentation. En orange, vous avez ici sur chaque pièce les zones qu'il faut contrôler pour pouvoir justement, identifier les défauts. Défauts qui peuvent être de différents types. Des exemples de fissures, donc là, vous en avez une sur le sommet de la dent et sur les faces, des dents, hein, de chaque côté de la roue dentée, et puis sur d'autres axes ou crémaillères, vous avez aussi des fissures en fond de filet, ou sur les sommets. Donc ça aussi, c'est des demandes qu'on a de plus en plus souvent sur des géométries de pièces qui peuvent être en tout cas, complexes à contrôler par des méthodes, manuelles. Donc c'est là où la thermographie active et principalement la thermographie par induction, c'est là-dessus que je vais me focaliser aujourd'hui. Je ne vais pas vous détailler les différents types d'excitation parce que 20 minutes, c'est beaucoup trop court. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur la thermographie par induction, mais par la suite, si vous voulez qu'on échange sur les autres techniques et sur les autres contrôles de matériaux, ce sera avec, grand plaisir. Donc juste un rappel, général sur le principe de fonctionnement de la technique. On parle de thermographie active et thermographie passive. La thermographie passive, c'est simplement l'utilisation d'une caméra infrarouge pour regarder un état stationnaire d'une pièce, qui va, générer une température à un instant T. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur de la thermographie active, ce qui veut dire qu'on va rajouter une excitation supplémentaire qui peut être de différents types, hein. Ça peut être une excitation optique, de type lampe halogène, lampe flash ou laser, ou alors une excitation de type magnétique en utilisant, par exemple les courants de Foucault, ce qui est le cas, aujourd'hui pour justement échauffer le matériau et étudier un état transitoire de la matière avec une élévation de température, et cette élévation est la plupart du temps liée à la présence d'un défaut ou non. La différence d'élévation peut être étudiée comme ça. Donc si on fait un focus sur la thermographie par induction, on va utiliser une caméra infrarouge, un inducteur, vous le verrez, qui peut être designé de différentes façons, et un composant dans lequel on peut avoir, par exemple, une fissure ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on va injecter un courant à l'intérieur de la bobine, qui va donc générer des courants de Foucault à l'intérieur de la pièce. Ces courants vont être déformés par la présence du défaut, et localement, on va avoir ce qu'on appelle une densification de courant qui va générer, des échauffements locaux, au niveau de la fissure et des points de contact de la fissure ou de la discontinuité qui est présente. L'avantage de cette technique, c'est que c'est vraiment un échauffement, sélectif, donc on va vraiment n'échauffer que le défaut. C'est un contrôle qui peut être extrêmement rapide de l'ordre d'une centaine de millisecondes, et on peut faire une très bonne séparation entre des pièces bonnes et des pièces, non OK, grâce à des traitements d'image. Le tout étant 100 sans contact. Donc là, un autre exemple avec, justement les élévations de température qu'on peut observer suite à un pulse, infrarouge. Alors je vais voir si je peux, hop, déclencher.
Est-ce que ça a marché? Tac. Ah, je ne l'ai pas ici. Ah, c'est dommage, je peux pas le. Voilà. Hop là, vous allez voir si ça marche. Évidemment non. Tac, voilà. Là, vous avez C'est un bon. pulse qui a été fait juste avant la mesure, donc c'est extrêmement rapide avec un échauffement très localisé. Et grâce au traitement de Fourier, on peut remonter à des cartographies de défaut. Donc les différentes applications, les systèmes sont toujours composés des mêmes éléments, une caméra infrarouge, je passe très rapidement là-dessus, et puis un système central avec un générateur de signal, un générateur de puissance pour alimenter l'inducteur, et puis une station de travail pour pouvoir justement piloter l'ensemble et faire les traitements d'images. Ce qui nous permet d'avoir des exemples d'applications sur différents types de pièces, et surtout, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la thermographie par induction, c'est vraiment la détection de fissures surfaciques débouchantes sur des composants métalliques. Sabri parlait tout à l'heure de contrôler en volume. Tout dépend, on peut aussi le faire, mais il faut vraiment voir quelle application. Si vous voulez faire du contrôle de soudure, de tôle par exemple, soudées l'une sur l'autre, on peut l'envisager également. Donc là, les systèmes que je présente ici, le contexte en tout cas sur cette pièce qui est à contrôler avec les zones oranges que vous avez ici, c'est un processus de production qui a été, partiellement automatisé de pièces de composants moteurs avec un temps de cycle d'environ 5 secondes pour pouvoir faire le contrôle. Et là, en fait, c'est les défauts dans la matière initiale qui engendraient des défauts par la suite dans la pièce. Donc là a été développé un système d'essai dans lequel l'opérateur vient positionner ici, la pièce, manuellement, et puis tout le reste est fait de façon automatique. Donc vous avez en fait de l'autre côté un système avec une caméra infrarouge, un inducteur qui est au centre qui va permettre d'échauffer la zone, qu'on veut contrôler, et puis des systèmes de miroirs qui permettent de voir les faces, circonférentielles, alors que la caméra, elle, est directement positionnée par rapport à la face supérieure. Donc là, on est sur un chargement manuel du composant, un démarrage automatique, de la mesure par capteur pour identifier le bon positionnement du composant, et une évaluation 100 automatisée du traitement d'image. Les résultats qu'on obtient, c'est des résultats de ce type-là. Donc vous avez 2 exemples d'images, qu'on peut avoir ici en haut, au niveau des résultats qu'on peut observer avec, des défauts qui sont détectés dans les zones ici. Donc vous voyez que c'est des défauts qui peuvent être relativement fins, mais toute la force de nos solutions, c'est de pouvoir développer des traitements d'images qui permettent de faire de la détection automatique, et le tout dans une interface, dans une IHM qui est développée sur mesure pour votre application. Donc en fonction de ce que vous voulez voir afficher, le live, l'image traitée, et puis un go no go avec des enregistrements dans des bases de données, tout ça est fait directement chez Eudevis. Ils ont des programmeurs qui sont dédiés à ce genre d'application. Là, l'évolution est faite en phase, hein. Je parle, j'en ai pas trop parlé, mais je pourrais redétailler si besoin. Ce qui est surtout important de voir, c'est que pour une image, comme vous avez ici, le temps de mesure est de 0,33 secondes, donc un temps de mesure relativement rapide pour obtenir le résultat. Donc là, on est vraiment sur un système, automatisé avec, dans ce cas-là, un minimum d'interaction humaine uniquement pour le chargement et le déchargement des pièces. Donc là, on est vraiment sur un besoin d'automatisation avec, des temps de cycle relativement rapides, et on a également d'autres, cas où là, on est vraiment sur des processus de trempe, qui sont vraiment entièrement automatisés. Donc c'est les fameuses roues dentées que je vous ai présentées tout à l'heure, où on a un temps de cycle, nécessaire de 8 secondes, donc ce qui est quand même assez rapide. Et là, pareil que pour la première fois, c'est les défauts dans la matière première qui génèrent des fissures en surface des dents suite au process de trempe, et là, on est sur des exigences de contrôle à 100. Le but étant de développer une cellule de contrôle 100 automatisée. Donc là, il n'y a plus du tout, d'interaction, humaine pour le chargement ou le déchargement, tout est automatique, et le but est de contrôler les 16 dents d'une même roue en un temps de 8 secondes avec les déplacements, évidemment tout intégré dans les 8 secondes. Donc là, je ne peux pas vous montrer la vidéo du contrôle, pour raison de confidentialité, je peux vous montrer uniquement la cellule, au sens large, mais par contre, je peux vous montrer la vidéo en rendez-vous privé si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me le demander. Donc là, les zones à contrôler, vous le voyez sur la roue dentée, on est vraiment sur 16 dents avec, la surface supérieure et les 2 flancs à contrôler en essayant de détecter, des défauts de ce type-là. Donc le setup, général est plus ou moins le même que précédemment. Une caméra infrarouge,
2 inducteurs de chaque côté pour pouvoir bien exciter la dent qu'on veut contrôler et puis des systèmes de miroirs qui nous permettent de voir, les faces directement sur l'interface logicielle. Et l'interface qu'on va obtenir, c'est une interface de ce type-là, où vous retrouvez, des exemples de détection de défauts avec des fissures, marquées, plus ou moins marquées et des signatures qui sont vraiment caractéristiques de ce qu'on trouve sur de la thermoinduction, avec des alternances de points blancs et points noirs, les points blancs correspondant aux zones d'échauffement, sélectives. Donc vous voyez bien qu'à l'endroit où il y a des défauts, vous avez vraiment une signature marquée, alors que là où vous n'avez pas de défaut, vous avez, une image relativement homogène en termes de résultats. Là aussi, une IHM, définie et développée par rapport aux besoins du client avec une indication sur les 16 dents que vous avez en dessous et des indicateurs, bons ou pas bons en fonction, du résultat obtenu avec le traitement d'image. Là, dans ce cadre-là, on est sur un temps de mesure par image, donc pour obtenir ce résultat-là sur une dent avec, la surface supérieure et les 2 flancs de chaque côté, de 0,08 secondes par image. Donc c'est relativement rapide, ce qui nous permet de suivre justement la cadence de 8 secondes, par pièce qui est demandée par le client avec, l'ensemble des mouvements de rotation et de positionnement, de la pièce. Donc là, on est vraiment sur de l'automatisation et de la rapidité. Pour résumer l'ensemble, la thermographie par induction et la thermographie, là, pour les cas qui sont présentés, sont bien adaptés pour tout ce qui est détection automatique de discontinuité superficielle débouchante. Alors sur des composants trempés dans ce cas, mais aussi sur des composants, métalliques, avec des vitesses d'essai qui sont inférieures à 2/10 de seconde, par pièce ou en tout cas par zone de contrôle, même en présence de géométrie complexe. Un principe de fonctionnement qui est totalement sans contact, donc là on ne touche pas du tout la pièce et on ne rapporte aucun produit, sur la pièce, donc la pièce est dans le même état avant contrôle qu'après contrôle. Une bonne visualisation et un traitement robuste, des détections de fissures, grâce à un mode sélectif des défauts avec des très bonnes intensités au niveau des défauts, vous l'avez vu dans les images. J'ai beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous partager si besoin. On peut réaliser de la détection automatique et fiable évidemment et les systèmes, sont des systèmes qui nécessitent très peu de maintenance dans le temps, qui sont relativement robustes. Mais vous me direz dans tout ça, donc là on a parlé de contrôle, on a parlé d'automatisation, mais pas du tout de robotisation. Alors la robotisation, je ne l'ai pas détaillé, énormément dans cette présentation parce que les contraintes en termes de robotisation peuvent être différentes. Ce qu'il faut bien, avoir en tête quand on veut faire du contrôle robotisé, c'est qu'il faut surtout bien maîtriser la position du robot, pendant le contrôle, qu'on ait des trajectoires qui soient également optimisées pour pouvoir, bien contrôler la pièce, avoir bien en tête les charges utiles qu'on peut mener, les distances par rapport au système de contrôle, qu'on ait des bons repères dans l'espace et surtout des bonnes calibrations spatiales des différents éléments. Je vous ai mis un lien de démonstrateur vers un cadre de vélo, donc un démonstrateur qu'on a développé avec la société Axiom Robotic Solutions, qui est un démonstrateur, je le rappelle simplement pour montrer le principe et on est actuellement en train de travailler sur plusieurs projets en cours de cellules de contrôle robotisées par thermographie active avec différents types d'excitation et différents intégrateurs et partenaires dont Axiom fait partie, ainsi que VLM Robotics et Twin Robotics pour la partie, trajectoire. Donc j'ai quasiment fini, il doit me rester, 1 slide ou 2 slides. Juste pour ouvrir aussi également, je vous ai parlé de thermoinduction, mais il y a aussi des possibilités de contrôle avec, de la thermographie laser et des excitations par thermographie laser qui peuvent être justement des bons candidats, pour, faire du contrôle, en ligne, directement sur le système. Donc là, vous avez un exemple de système avec une ligne laser qui balaye la surface du matériau, qui va venir, exciter à certains endroits des zones, fissurées. Donc on fait un aller et un retour. Donc c'est le produit que vous avez ici, hein, la LT-Cam, qui est robotisable et qui a été développé pour ça et on obtient directement, ce type de résultat. Donc je vous invite, juste voilà, on a 2 prochains événements nous qui vont être, programmés en 2023. Une journée technique CND infrarouge qui se déroulera à Bordeaux, donc je vous inviterai à prendre contact ou à suivre nos actualités pour pouvoir vous inscrire et puis on sera aussi présent évidemment aux Journées Cofran de Marseille 2023. Donc merci beaucoup pour votre, attention et je suis prêt à répondre à vos questions si besoin.
Merci, Merci. Richard. Donc effectivement, ce que je vous propose, c'est de conserver les 10 minutes restantes, pour les questions qui auraient, fait surface à l'issue de ces 2 présentations qui étaient toutes les 2 très claires et qui effectivement, finalement donnent déjà beaucoup d'éléments de réponse. Alors on a quelques questions, donc je vais reprendre les questions qui ont été posées. On a une question concernant les térahertz et le comportement par rapport aux hautes températures. Est-ce que les températures influent sur les térahertz? Alors la question ne se pose pas pour la thermographie infrarouge, je pense que la réponse est oui, effectivement, ça a un impact. Mais pour les térahertz? Ah, on t'entend pas, ça brille. C'est mieux. Là, c'est mieux, Oui, je pense. c'est bon, c'est mieux. Ouais. Alors oui, pour les terahertz, ça va dépendre de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on entend par haute température? L'idée, c'est de faire une mesure sur un élément qui est chaud ou l'environnement entièrement est chaud. Enfin, si c'est dans un environnement où l'environnement est à haute température, il faut que nos systèmes puissent rentrer, donc ça va être compliqué. Et si on fait une mesure sur un élément qui est à haute température, là, je n'ai pas de données pour répondre à la question tout de suite. Donc, je pourrais revenir vers la personne pour y répondre. Voilà. Donc, je ne suis pas certain d'avoir bien compris le contexte, en fait. Si la personne peut soit préciser du coup le contexte, soit sinon reprendre contact avec Sabri ultérieurement par rapport à son problème particulier. Une question qui concerne la résolution, ça a été évoqué, tu as parlé de résolution millimétrique. Sabri, Ouais. en revanche, quid de la résolution spatiale? Et peut-être que ça m'a échappé, on peut comparer quid de la résolution en thermographie aussi, pour qu'on ait un peu des éléments de comparaison. Sur la résolution terrestre, donc on va rester autour de la longueur d'onde. Ça va dépendre forcément après du système optique qu'on a en face et du champ de vision qu'on va utiliser, mais la résolution spatiale va être autour du millimètre. En balayant en fréquence, on peut réduire cette résolution, avoir des résolutions plus fines, mais il faut garder en tête la résolution autour du Y millimètre. compris sur les mesures d'épaisseur, parce que tu as parlé de mesures d'épaisseur tout à l'heure. Oui, voilà, sur la mesure d'épaisseur, on va être. D'accord. Ouais, sur la mesure d'épaisseur, on va être autour. L'épaisseur minimale détectable va être autour de 10 à 15 microns aujourd'hui. Et sur la partie thermographie, juste pour parler de résolution spatiale, en fait, c'est un peu comme l'a dit Sabri, en fonction du système optique et de la distance de travail à laquelle on va se positionner, les résolutions spatiales de détection vont être différentes. Ce qu'il y a également, c'est que la détectabilité des défauts peut être différente en fonction de ce qu'on recherche et dans quoi on le recherche. Si on cherche un délaminage dans un matériau composite fibre de carbone ou une fissure sur une surface de matériau métallique, les résolutions spatiales seront différentes. Pour donner un exemple, le minimum qu'on détecte sur du métal, c'est de l'ordre de 100 microns de longueur, avec une ouverture de fissure qui est de quelques dizaines de microns. Et sur des matériaux composites, on est sur environ du Φ6, Φ6 mm, donc diamètre 6 mm dans des matériaux composites. Sur des épaisseurs assez faibles, on ne va pas aller sur des grosses épaisseurs. D'accord. Ok, je reviens sur la question, c'était bien de la chaleur, ça concernait bien une pièce chaude. Ceci étant, peut-être que Richard, tu pourras rebondir, parce qu'on peut quand même faire de la thermographie sur une pièce chaude, puisqu'on va Oui. mesurer le refroidissement. Donc, Effectivement, alors on peut contrôler sur pièce chaude, on peut utiliser soit le refroidissement naturel de la pièce pour pouvoir faire un contrôle, mais on peut aussi contrôler une pièce chaude avec une excitation laser ou en thermoinduction. On peut aussi rajouter une excitation supplémentaire et contrôler même une pièce qui est à plusieurs dizaines ou centaines de degrés. On ne va pas monter non plus trop en température, mais c'est aussi une possibilité. Ouais. Ok. Et donc, Sabri, par rapport au terahertz, sur la mesure de pièce chaude, oui, ça va dépendre, je pense, de l'élévation de température de la pièce. Ouais, je vais pas avoir de données précises à il faudrait plus d'éléments sur la pièce, sur la on température. peut en rediscuter. Sur le matériau, ça dépend. Et la pièce aussi à contrôler. Voilà. Bien sûr. Donc,
Très bien. Après, 2 questions qui vont concerner, je pense plus les terahertz, là où par rapport au moment où ça a été posé, c'est, sur la mesure d'épaisseur de peinture, est-ce que plus d'1 millimètre, c'est réalisable? Oui. Voilà. Oui, après, tout dépendra Les de la, conditions. de la peinture et de la nature de la peinture, mais oui, il n'y a pas de souci. Autre question, mais qui peuvent s'adresser aux 2 là, je pense, c'est, quelles sont les limites de la géométrie, en fait, de la pièce? Quelles sont les contraintes qu'on est obligé de respecter? Est-ce que certaines géométries, posent problème en terahertz? Je sais pas, des pièces rondes par rapport à des pièces plates. Idem, en thermographie, encore qu'on a vu avec l'exemple de la roue dentée qu'il y a des petites, astuces avec les 2 petits miroirs pour aller contrôler en une seule passe, les faces sur le côté. Est-ce qu'il y a des géométries qui posent problème? On peut faire le parallèle avec les ultrasons où certaines géométries posent problème, par exemple. Donc ouais, je Vas-y, commence, je t'en prie. Richard. Allez-y. Sur la forme des pièces, on n'a pas de contraintes particulières. Après, si on est sur des pièces, j'allais dire, très complexes avec des rayons de courbure très très forts, ça va être plus compliqué forcément. Mais on n'a pas de contraintes particulières sur le contrôle des pièces. Alors, On peut aujourd'hui, l'aspect qui est assez intéressant, c'est qu'on peut intégrer nos capteurs sur bras robot. Aujourd'hui, on s'en sert justement pour aller contrôler des formes assez complexes et suivre la courbure des pièces contrôlées. Après, forcément, ouais, si on est sur comme je disais, des rayons de courbure très forts, ça va être plus compliqué, mais sur la thermographie, ça peut être un peu différent. Pour tout ce qui est contrôle de pièces composites, c'est plus simple d'avoir une géométrie plutôt simple, justement. Par contre, dès qu'on est en thermo-induction, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fonction de la géométrie de la pièce et de la zone qu'on veut contrôler, il est peut-être nécessaire de développer un inducteur spécifique en fonction de la zone qu'on veut contrôler. Donc, si je fais un comparatif par rapport à un procédé qui est à la mode en ce moment, donc la fabrication additive métallique, qui a pour but justement de fabriquer des pièces avec des formes et des géométries complexes 3D, on a des difficultés sur certaines pièces parce qu'on n'a pas d'accessibilité sur les faces, parce que les pièces sont vraiment très complexes. Donc, nous, il faut vraiment voir que la thermo-induction, c'est pour des besoins d'automatisation sur des pièces identiques avec des zones bien identifiées. Donc après, chaque cas est différent et il faut étudier chaque cas séparément. D'accord, je rebondis puisqu'on a une question sur la thermo-induction où on nous demande, à part les fissures, est-ce qu'on peut détecter d'autres types de défauts d'indication Euh, et quelles dimensions? Alors, sur de la thermo-induction, on peut détecter tout ce qui est repli de forge, des criques, des fissures, des tapures de trempe, donc plutôt des défauts débouchants. Si la question c'était les porosités, non, les porosités dans la matière, on n'arrivera pas à les détecter. Porosité débouchante, oui. Et après, on a aussi possibilité de détecter un petit peu en thermo-induction, on peut aussi contrôler des assemblages soudés, soit bord à bord, soit superposition. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être contrôlées, ouais. Oui, après, comme Richard l'a dit, pour compléter, il y a de nombreuses possibilités d'excitation. Il n'y a pas que l'induction. Tout à fait, Il y a y compris les vibrations, le oui, laser, les sources lumineuses, exactement. etc., le chauffage. Enfin bon. Mais là, en Donc, 20 ce minutes, qu'il je faut, pouvais c'est pas tout adapter. présenter. Voilà. Ce qu'il faut, c'est garder en tête qu'on adapte toujours le chauffage, au même titre que les détecteurs, en fonction des défauts à rechercher. Exactement, Voilà. Je ne sais pas si ça résume bien la philosophie. tout à fait. Une question qui concerne la tomographie en terahertz. On te demande de préciser, Sabri, ce que tu entends tomographie terahertz, parce que c'est vrai qu'on entend parler, enfin, on connaît bien la tomographie par rayon X, où on fait tourner la pièce et où on peut faire le parallèle avec le scanner médical. On en commence à en entendre de plus en plus parler de tomographie ultrasonore également, notamment dans le génie Mhm. civil. Et donc, quid de la tomographie terahertz? Alors, je suis pas certain d'avoir parlé de tomographie terahertz dans ma présentation, parce qu'aujourd'hui, nous, on se focalise pas vraiment sur cette application. Donc, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail de la tomographie terahertz. Mais en effet, on peut imaginer réaliser de la tomo terahertz en faisant différents clichés des pièces, en les faisant tourner, un petit peu comme la tomographie X. Mais C'est dans un de tes aujourd'hui, moi, slides. j'ai pas de... C'est Pardon? dans un de tes slides, en fait. Effectivement, il me semblait l'avoir vu aussi.
Oui, mais je l'ai pas développé parce qu'aujourd'hui, on ne propose pas Pas sûr. d'application particulière dessus. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on en Mais est c'est des loin choses qui encore? peuvent être réalisées. Concrètement, c'est de la Pour reconstruction nous, 3D, donc il y a un vrai travail de ouais, c'est la reconstruction. reconstruction 3D, on peut le faire, on l'a déjà tenté, on va dire, mais aujourd'hui, la forme de l'onde euh, est différente de celle en rayon X, et du coup, on va pas avoir les mêmes contraintes pour la reconstruction. Voilà. Et nous, chez TerraCalis, on se focalise pas sur la tomographie terrestre. Voilà. D'accord, très bien. 2 questions pour la thermographie. Quelle distance typiquement de la pièce doit-on placer l'inducteur en thermographie infrarouge? Je ne sais pas si je peux répondre en disant ça dépend de la pièce, ça dépend de la forme, ça dépend du matériau. Est-ce qu'il n'y a pas une Alors, distance typique au moins sur ou les pas? inducteurs, les distances typiques, il faut quand même qu'on soit proche de la pièce. Donc, c'est, j'allais dire, soit au contact si on veut vraiment avoir le maximum de flux, ou si on veut rester 100% sans contact, il faut entre 1 millimètre et 2 millimètres, 3 millimètres maximum. Sinon, après, on n'a plus du tout de champ qui passe dans la pièce. D'accord, très bien. Et autre question sur les rayures de surface pour des matériaux qui sont transparents comme du verre. Est-ce que ça peut être détecté par thermographie? Alors le verre, l'avantage, c'est qu'il est transparent dans le domaine visible, mais il est, opaque dans le domaine infrarouge. Donc potentiellement, ce serait à tester parce que ce qu'on verrait, ce serait plutôt des différences d'émissivité, plutôt que vraiment les rayures et un effet thermique. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent être testées, ouais. On est peut-être là dans un cas de figure où justement la complémentarité terrestre-thermographie serait intéressante à tester. Pourquoi pas, ouais. Oui. Très bien. Ok. Très bien. On a épuisé les questions qui étaient dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On arrive au terme de l'heure. Ah, une dernière question. Voilà. En terahertz, puis-je comparer le signal récupéré par le capteur à un scan en ultrasons? Ça va dépendre de la configuration de la mesure, mais on peut reconstruire. Ouais. Donc, c'est des choses possibles à faire. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on arrive au bout de cette heure. On a tenu le timing. Donc, merci aux intervenants. Merci à tous les participants qui étaient présents et qui ont posé des questions. La webconférence a été enregistrée. Donc, vous allez recevoir un mail vous indiquant le lien pour la consulter a posteriori. Si vous avez des collègues qui souhaitent la regarder, ils peuvent encore s'inscrire a posteriori, recevoir le lien et regarder l'enregistrement. Donc, c'est aussi possible. Donc, on espère que ça vous a intéressé et qu'on vous reverra pour le prochain thème qui n'est pas encore défini. Bonne fin de journée à tous et puis bon appétit pour ceux qui nous ont suivis, qui n'ont donc pas mangé. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Bonne Bonne journée, au journée, à revoir. bientôt.